Bonsoir, vous m'entendez bien? Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci aussi à ceux qui nous écoutent via le Facebook Live pour parler du nouveau livre d'Arnaud, Les Nouveaux Sages. Alors Arnaud, c'est l'homme qui nous vient des steppes mongoles. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des chamans. Et c'est un fabuleux passeur, en plus d'être un merveilleux auteur, forcément, qui fait le lien justement entre cette culture des sagesses, ces sagesses chamaniques amérindiennes, nord-africaines, mongoles, et le monde, notre monde, en pleine mutation. On parle beaucoup aujourd'hui de nouveaux paradigmes. Le champ des connaissances, des savoirs sur lequel s'est construit le XXe siècle est en pleine ébullition. Est-ce un déclin, une mutation, une transformation? L'histoire nous le dira. Mais en attendant, il nous faut repenser nos principes de vie, il nous faut repenser nos modèles, il nous faut repenser notre rapport aux autres, notre rapport à soi, pour accompagner au mieux le mouvement désordonné de ce XXIe siècle. Et le travail ne fait pas exception. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est invité lors des élections présidentielles, qu'il fait l'objet de nouvelles lois. Il questionne beaucoup, il inquiète souvent, parce qu'il est vecteur de nouvelles donnes. Arnaud, par son expérience du monde de l'entreprise et sa culture des sagesses venues d'ailleurs, nous fait effectivement suivre ou revenir aux sources de cette culture chamanique où l'homme fait lien avec son environnement, non pas dans une posture, on va dire, passéiste, mais dans la posture du sage, nourri justement de ces valeurs humanistes universelles qui s'ouvrent ou qui ouvrent le champ des possibles dans la bienveillance, l'altruisme, la gratitude, tous ces mots dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc je vous laisse, ou je laisse à Arnaud vous raconter ce cheminement qu'il a entrepris en écoutant justement tous ces chamans des steppes mongoles, tous ces sages des steppes mongoles, et en allant lui-même à la rencontre des nouveaux sages qui, dès maintenant, dès aujourd'hui, réenchantent ce monde du travail et de l'entreprise. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir Arnaud. Je suis immensément heureuse d'être parmi vous ce soir. Bienvenue dans la salle, bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur le web, bien entendu. Je me présente, je m'appelle Laura Massis. Je suis intervieweuse, je suis journaliste, je suis fondatrice des rencontres exclusives. J'ai passé 20 ans à la télévision, dans une entreprise, à France Télévisions. J'ai présenté des journaux, des émissions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force de présenter ces émissions, tout ça n'avait plus de sens pour moi. Et donc j'ai quitté l'année dernière, il y a quelques mois maintenant, pour devenir entrepreneuse. Et le fait d'être là ce soir, un privilège pour moi, un honneur pour moi, me fait comprendre que j'ai vraiment fait le bon choix et je vous en remercie. Nous allons passer 1h30 ensemble, c'est pour ça que j'ai demandé une montre, 1 heure d'interview avec Arnaud et surtout n'hésitez pas pendant la demi-heure et également sur le web à poser vos questions, on est là pour y répondre et notamment Arnaud. Donc la demi-heure de fin sera consacrée à ces questions. Donc c'est un vrai privilège pour moi d'évoquer ce livre avec toi Arnaud, Les Nouveaux Sages aux éditions Solar, car vraiment je sens que ce livre-là, c'est je dirais un livre charnière. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas et puis je suis super ému en fait ce soir. Quand je suis arrivé ici, j'ai passé l'après-midi déjà à travailler avec mon équipe sur la programmation de l'année prochaine et puis en arrivant ici, j'ai vu cette couverture, j'ai eu les photos de la sortie dans les librairies du livre qui est très bien disposé et d'un seul coup je me suis dit waouh et je me sentais
très ému, en fait, comme un gamin qui vient de s'amuser à quelque chose et se dire, mais en fait, c'est possible quand on a quelque chose. C'est mon 11e livre et les autres m'ont pas autant ému. Je suis toujours ému quand il y a un livre qui sort, bien sûr, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on se dit, ouais, bien sûr. Mais celui-là, peut-être parce que c'est un livre, justement, oui, charnière de maturité. Les autres, j'ai mis peut-être 9 mois ou 1 an à les écrire. Celui-là, j'ai mis 4 ans. Et c'est le livre d'un utopiste pour les hommes et les femmes qui croient encore en l'utopie. Donc par rapport à ça, oui, c'est un livre charnière. On va revenir bien sûr sur l'utopie, mais tu parles de 4 ans. Ça veut dire que ça a été un labeur pour toi, ça a été difficile pour toi d'en venir à ce livre-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans ? Quand quelque chose est difficile, je l'arrête immédiatement parce que c'est jamais bon signe. Depuis toujours, je m'appuie sur le plaisir, je prends plaisir à ce que je fais, je prends plaisir à animer les stages que je fais, je prends plaisir à écrire. Généralement, je me réveille à 5 heures ou 5 heures du matin pour écrire et c'est vraiment un élan fort. Et oui, c'est vraiment un plaisir. Donc non, il n'y a pas de souffrance. Et même dans les temps après, deuxième temps d'écriture, qui sont les temps de relecture, où on change une phrase, où on change un mot, je suis assez exigeant sur les mots, j'aime la parole, j'aime le verbe, et donc je suis exigeant, et c'est vraiment, oui, il y a un engagement total sur chaque mot et sur chaque virgule dans ce livre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as écrit à ce moment-là, ce livre-là ? Transmettre par la parole et par l'écrit, c'est sensiblement le même élan. Mais quand j'ai toute l'année, je suis face à des groupes, face à des personnes, et donc il y a une expérience qui est peut-être un peu magnifique, mais je vais toucher 8 personnes ou 10 personnes dans la journée, et je me disais, comme s'il y avait une urgence de se dire, c'est important que ce message, qui est mon message, mais qui n'est pas que mon message, je me sens aussi porteur de quelque chose qui me dépasse un peu, que ce message soit entendu par le plus de gens possible. Il y a quelque chose qui touche à la diffusion, j'ai eu envie de quelque chose de large, et vraiment c'était le moment. J'ai l'impression qu'on vit une période, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'on vit une période, en tout cas que je vis comme une période de transition. C'est pas une crise, c'est une mutation. En tout cas, moi je le vis comme ça. Une crise, c'est quand on a une crise de foi et qu'on va voir le médecin et on revient comme on était avant. Là, il y a une mutation, c'est-à-dire qu'on ne revivra plus jamais comme on vivait il y a 10 ans, il y a 15 ans, notre rapport au travail. Ce qui te permet d'affirmer ça, que ce n'est pas une crise, mais que c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de période. Où est-ce que tu peux, disons, comment tu as fait pour vivre ça et surtout pour t'en rendre compte ? Spontanément, qu'est-ce qui me permet de le dire ? Tout dans mon corps. Tout dans mon corps qui me fait dire c'est le moment, c'est le moment. Et comme j'écoute mon corps, parce que là aussi c'est ce que m'ont appris les chamans, c'est que le corps sait ce qu'il en est, et tout dans mon corps me dit il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Et comme je porte ça et je partage ça avec les hommes et les femmes que je rencontre dans les entreprises qui me disent oui, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on sent qu'il y a une période, alors c'est plus ou moins intense en fonction des lieux où je me rends, mais partout, quand je pose la question, est-ce que vous sentez ce changement de paradigme, tout ce qui a animé notre passé, mais on en reparlera sur les anciens paradigmes, pour moi s'effondre, et on est en train, c'est très utopiste de dire ça, mais on est en train de réinventer un monde. Alors ça fait des années véritablement que tu navigues finalement entre deux mondes. Le monde, je dirais, parisien, avec sa frénésie, avec son émulation, avec sa perte de repères parfois. Et bien sûr, le monde des peuples premiers. Tu fais très très souvent des voyages pendant l'année, Mongolie, Tibet, Inde. Qu'est-ce que finalement ça t'apporte, je dirais, de passer d'un monde à l'autre, de ces mondes à ce monde-là ? Ça me permet de me sentir plus humain. Et un humain, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est dans son corps, qui est dans son cœur et qui est relié à son esprit. Dans son corps, c'est-à-dire sentir son corps physique, être présent dans son corps physique, pas être seulement un ordinateur, une tête qui marche, mais vraiment un corps physique. Être dans son cœur, se laisser toucher, se laisser émouvoir, comme chacun d'entre nous se laisse toucher, émouvoir à différents moments, mais comme chacun d'entre nous ne se laisse pas toucher suffisamment en entreprise et dans le monde professionnel, parce qu'on va nous dire, quand je parle de cœur en entreprise, beaucoup se disent, mais vous parlez d'empathie. Je dis non, je ne parle pas d'empathie, je parle d'amour. Ça se ressemble, c'est la même famille, mais ce n'est pas la même chose. Et je ne vois pas comment on peut vivre toute notre journée en étant coupé
de notre cœur. Quand on n'est plus dans notre cœur, on n'est plus dans notre humanité. Et le troisième centre, d'être relié à notre esprit, c'est-à-dire, je parle beaucoup de spiritualité dans ce livre, la spiritualité n'ayant rien à voir avec la religion, ou en tout cas la spiritualité n'étant pas la religion, la spiritualité, pour moi, comme une dimension qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que le simple petit ego qui veut réaliser quelque chose. Mais ça veut dire que tu as besoin d'aller revivre dans ces pays-là pour revenir pour te reconnecter à ça, te réaligner et revenir à Paris. Tu as besoin de ces moments-là? Oui, pour deux raisons. D'une part, parce que je trouve que Paris est difficile à vivre, parce que coupé de la nature étant les 5 éléments, la terre, le feu, le vent, l'eau, trop coupé. Les Mongols, les chamans mongols que j'ai rencontrés me disaient l'une des principales causes des maladies en Occident, c'est que nous sommes trop nombreux au kilomètre carré. Et les hommes et les femmes se ressourcent en Mongolie en étant connectés à la terre, en étant connectés aux éléments. Et comme c'est un habitant aux 2 km², je crois, la densité de la Mongolie, ça fait rêver. Et comme ils peuvent se recentrer avec la terre, ils sont en bonne santé. Chez nous, comme on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? On se vampirisent les uns les autres beaucoup, et c'est pour ça que les relations sont si toxiques et il y a autant de maladies. Donc qu'est-ce qui me ressource dans mes voyages? Un, les éléments, quand je vais dans le désert, quand je vais dans les grands espaces, et deux, si je vais rencontrer ces populations, ces peuples premiers, c'est souvent que la relation humaine est beaucoup plus simple et qu'on oublie les fonctions, on oublie les statuts sociaux, ça n'existe pas, il y a juste une humanité de se retrouver. Ça me fait beaucoup de bien quand je rencontre les peuples mongols, indiens, amérindiens, etc. Il y a juste un homme qui rencontre un homme, qui rencontre une femme. Il n'y a pas que je sois auteur et que j'écrive des bouquins, en Mongolie, ils s'en foutent complètement. Complètement. C'est ça la simplicité d'une relation? Ça fait du bien. Il n'y a pas de salle de bain en Mongolie. Donc comme il n'y a pas de salle de bain, vous faites comment, il n'y a pas de glace. Comme il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'image. S'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image de soi. Donc il n'y a pas de qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je suis bien habillé, costumé? On se fout complètement. Les 3 premiers jours, on se dit, on se réajuste. Mais au bout de 4 jours, on s'en fout complètement. On se rencontre naturellement. Et ça fait du bien, ça repose. C'est ce qui fait que les gens deviennent beaux, puisque libérés du masque social. Alors c'est un livre extrêmement ambitieux, Les Nouveaux Sages. J'aime utiliser ce mot-là parce que rentrer et faire rentrer la sagesse dans les entreprises, ça c'est de l'ambition. Ayant moi-même été salariée pendant 17 ans, je peux vous dire que la sagesse, ce mot-là, c'est pas un mot qui colle en fait, pour le moment en tout cas aux entreprises. Quels sont pour toi les secteurs, on va parler bien sûr de l'entreprise, mais les secteurs qui ont le plus bougé ces derniers temps et qui te permettent de dire finalement que cette sagesse, elle est là et elle pointe son nez? Ça fait 25 ans que j'anime des stages et une vingtaine d'années en entreprise. Il y a 19 ans, j'ai été convoqué par un service formation d'une entreprise, d'une grande entreprise pour laquelle je travaillais. Et ils m'ont reçu à 4 autour d'une table. C'était très... voilà, c'était vraiment... On vous convoque. Il paraît que vous avez utilisé de la méditation en entreprise. Est-ce que vous confirmez? Et je dis oui, on a médité. Et il paraît que quelqu'un a pleuré dans le groupe. Vous confirmez? Je dis oui, on pleure, on rit, on est vivant, quoi. Et la question c'était, qui l'a vu pleurer? Et là, je pose la question, je dis, c'est ça qui vous préoccupe? Quelqu'un pleure, vous préférez... Moi, je peux vous dire pourquoi elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle est enfermée dans un rôle. Mais qui l'a vu pleurer? C'est le cadet de mes soucis. Et quand je regarde, je vous parle ça, c'était pas au Moyen-Âge, c'était il y a 20 ans en entreprise. Aujourd'hui, voilà, on m'appelle justement parce que je fais de la méditation, on m'appelle parce qu'on fait un travail émotionnel. Donc, qui a changé? Alors, peut-être, moi, j'ai vu le changement plus dans les PME. Si j'ai demandé à Olivier de Paimbroc, le président national du Centre des jeunes dirigeants, 5000 PME en France, d'écrire la préface, et que c'est un groupe pour lequel je travaille depuis 18 ans, parce que je les ai vus beaucoup bouger, qu'il y a 15 ans, ils ont commencé à intégrer la PNL, l'analyse transactionnelle, et puis petit à petit la sophrologie, et puis aujourd'hui la méditation. Aujourd'hui, ils m'invitent à parler de chamanisme. Donc on avance. Okay, les PME. Les PME. Concernant les grosses entreprises. Alors, les grosses entreprises, là aussi, c'est difficile de passer un certain nombre, je crois que passer 400 ou 500 salariés, on rentre dans une entreprise qui devient souvent hydrocéphale, c'est-à-dire une grosse tête qui commande pour beaucoup. Jusqu'à
400, on en parlera peut-être, mais les entreprises libérées, les nouveaux modes de management et de gouvernance ont pris conscience qu'on avait besoin de mettre de la conscience dans toutes les strates de l'entreprise, et que quand l'entreprise était gouvernée par une grande tête qui dirige des hommes et des femmes, c'était un souci. Donc du coup, on a besoin, il y a des hommes et des femmes que je rencontre qui font un boulot extraordinaire dans des grands groupes, des groupes du CAC 40, dans lesquels je vais parler de méditation, mais je ne vais pas seulement qu'en parler, c'est qu'on va travailler pour avoir une relation plus authentique, plus humaine, plus sage. Voilà, on va dire que c'est ponctuel, mais c'est ponctuel dans des groupes importants. Alors, tu as mis toute ton attention sur, évidemment, le monde des entreprises, mais je crois que c'est vraiment important de le signaler. Ce livre, finalement, s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire, oui, on parle de l'entreprise, mais à chaque fois, tu as fait des portraits, une trentaine de portraits de dirigeants, mais surtout, tu donnes des conseils, tu donnes des perles de sagesse. Donc, c'est vraiment aussi un livre qu'on peut lire, bien évidemment, à titre individuel, et je pense que ça, c'était important de le préciser. Revenons sur l'entreprise. Comment va le monde de l'entreprise pour toi? En pleine mutation, parce que des anciens paradigmes sur lesquels l'entreprise s'était construite, comme les ressources sont inépuisables. Ça, c'est un paradigme dont on prend conscience qui ne fonctionne plus. On peut avoir une vie équilibrée sur un déséquilibre. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte. On peut équilibrer le monde sur un déséquilibre énorme du masculin et du féminin. Ça, c'est un paradigme fondamental qui fait partie de l'ancien monde. On peut avoir une conscience locale et ça suffit. Là aussi, on se rend compte qu'on est tous liés les uns les autres. Toutes les entreprises sont liées, producteurs, tout le monde est lié. Et donc, on a besoin aujourd'hui de considérer le monde comme un grand village. C'est difficile, c'est nouveau, mais combien de millions de réfugiés climatiques sont attendus dans quelques années parce que justement, on a acté local. Et là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait que nous sommes tous concernés. Hein, combien de personnes ont été concernées par ce livre, hein. Il y a ceux qui l'ont écrit, il y a ceux qui l'ont diffusé, il y a ceux qui l'ont imprimé, les camions qui l'ont transporté, les gens qui ont... On est tous reliés les uns aux autres. Et aujourd'hui, on prend conscience que chacun de nos actes va avoir une incidence sur le monde. Un monde en mutation, ok, tu viens de nous le préciser, mais tu écris aussi dans le bouquin « Je n'ai jamais rencontré autant de souffrance en entreprise qu'aujourd'hui et jamais été autant témoin d'initiatives lumineuses ». Ma question, évidemment, c'est le paradoxe qu'il y a par rapport à tout ça. Est-ce que toutes ces souffrances, et est-ce que finalement ce n'est pas toutes ces souffrances qui auraient été la source de ces initiatives lumineuses, finalement, comme dans notre vie personnelle ? Si, je me souviens d'Arnaud Desjardins, quand j'allais le voir dans son ashram, il avait toujours ce mouvement-là du balancier qui, en quittant un mouvement, la droite pour aller vers la gauche, se prépare déjà à repartir dans l'autre sens. Et je crois que nous sommes allés, je parle dans ce livre de l'entreprise du 7e type, puisqu'il y a eu des ères dans l'entreprise. Il y a eu l'ère du devoir où on allait travailler simplement parce que c'était notre nature, on ne se posait pas la question, et il n'y avait pas la psychologie au travail, il fallait bosser parce qu'il fallait bosser, c'est tout. La question ne se posait pas. Et puis à un moment donné, les entreprises se sont comparées l'une à l'autre, il y a eu un peu la concurrence, et donc on est rentré dans l'ère de la guerre. Il faut être plus fort que l'autre, il faut le tuer. Et donc les entreprises étaient des guerriers. Hein. D'ailleurs, le langage est resté. Hein. On parle d'une campagne publicitaire qu'il faut cibler. On va contacter l'état-major. On va lancer un scud sur les concurrents. Il y a quelque chose de très militaire. Et puis est née l'ère du sport, où là, il fallait aller plus vite que le voisin, il fallait être les premiers, il fallait être les champions. Et puis là, on accélère dans le rythme, l'ère du fun. Alors on s'occupe, on fait des cohésions d'équipe. On envoie les groupes, les équipes de commerciaux faire du rafting, faire du canyoning, on s'éclate. Et puis l'ère, il y a quelques années, l'ère du développement durable. Hein, d'un seul coup, éteignez la lumière, n'imprimez ce mail que si nécessaire. Et je crois qu'on rentre là dans la 7e ère, qui est l'ère du sens. On a besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. Hein, il y a une enquête sur le bien-être au travail qui est sortie il y a quelques mois. Quand on pose la question des gens, est-ce que vous êtes content de vous lever le matin pour aller travailler, 9% des salariés sont contents d'aller travailler parce qu'ils se sentent concernés, impliqués. 9%. 60% vont travailler
parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Et puis les 31% qui restent vont travailler en étant fondamentalement opposés à la direction et bien disposés à le faire savoir. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a que 9% des gens qui s'éclatent au travail. Et quand je dis 9 et 31%, c'est là aussi... on a les extrêmes, on a vraiment les extrêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une période où il n'y a plus tellement la place pour la neutralité et les entreprises ont besoin de s'engager dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a plus de place pour la neutralité. Plus de place pour la neutralité, c'est bien, tu me fais ma transition par rapport au conflit. Dans les entreprises, vous y êtes pour la majeure partie d'entre vous, il y a évidemment de la conflictualité, conflits sociaux, des tensions, patrons, syndicats, blablabla, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette conflictualité? Et toi, finalement, quand tu vas en entreprise, comment tu gères cette conflictualité? C'est le problème majeur quand même. Oui, il y a quelques années de ça, j'avais fait une formation dans un groupe, une compagnie d'assurance, et la formation s'était bien passée. La personne qui organisait la formation m'a dit, on va te donner le rendez-vous avec le DRH. Et puis j'appelle le DRH, il me dit, vous savez, en ce moment, j'ai entendu parler de votre séminaire, oui, il paraît que c'est très bien, effectivement, la communication, le management. En ce moment, on en est à compter les ramettes de papier, donc les stages de management, si vous voyez. On fera ça dans un second temps. Et je me vois lui répondre spontanément, il n'y a aucun souci, tant que pour vous, le papier passera avant les hommes, on ne pourra pas travailler ensemble. Et puis, je raccroche et j'oublie l'histoire. 3 ans après, le type m'appelle, il n'avait pas oublié, lui. Il me dit, on vous appelle, il y a un salarié qui s'est pendu dans le bureau. Et donc, tout le groupe est sous stress. Est-ce que vous faites toujours vos séminaires? Donc, je dis, oui, je les fais toujours. Mais comme je me considère plus comme un acupuncteur qu'un urgentiste, j'aurais préféré intervenir chez vous il y a 3 ans. Donc là, on arrive à un moment donné où, effectivement, il y a conflit parce qu'il n'y a plus de lien. Et quand il n'y a plus de lien, et pour moi, une grande partie des conflits sociaux qui existent, bien sûr, on ne va pas se raconter d'histoire, bien sûr, il y a des histoires d'augmentation de salaire, il y a des questions, mais il y a avant tout une question dans les besoins fondamentaux, utilité, à quoi je sers, reconnaissance, est-ce qu'on peut me reconnaître? Et les conflits violents qui existent avec des grèves, avec des choses violentes, naissent toujours du mépris qui a été imprégné au moment des négociations. Quand il y a eu ce mépris, ça veut dire que le lien humain s'est coupé. Tu parles beaucoup de cœur, bien sûr, dans cet ouvrage. Comment ouvrir son cœur, finalement, à ceux qui estiment que le cœur, et j'utilise bien le mot cœur, n'a pas sa place en entreprise? Parce que je peux vous dire que moi, j'ai été en entreprise et que j'ai discuté avec des syndicats et qu'il n'y avait pas de place du tout pour le cœur. Mais oui, parce et que donc ça, c'est compliqué. Celui qui ouvre le cœur, c'est un faible. On vous a dit ça aussi peut-être. Hein, celui qui ouvre son cœur, c'est un faible. Donc, combien j'ai travaillé avec des négociateurs qui nous disaient, surtout, ne rien montrer de ses sentiments, ne pas montrer son jeu. Si vous négociez un prix, parlez jamais le premier. Hein. Parlez en second. Comme ça, vous pouvez voir le jeu de l'adversaire, gardez votre cœur fermé. Moi, je fais l'inverse et j'apprends aux gens à faire l'inverse, c'est-à-dire à montrer son jeu. Voilà mon jeu. Et je le montre en toute humanité. Parce qu'une fois que je fais ça, j'invite ceux qui le souhaitent à rentrer dans mon jeu. Ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. Et ça veut dire que ceux qui sont aptes aussi et ceux qui en ont envie. Et je prends le risque de perdre ceux qui ne le souhaitent pas. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue. On a 2 moteurs fondamentaux, le désir et la peur. Plus on a de désir, moins il y a de peur. Plus on a de peur, moins on a de désir. Et j'invite les managers et les dirigeants à faire confiance en l'autre, à faire confiance dans les collaborateurs, à faire confiance dans les partenaires. Et c'est là qu'il y a toute une hypothèse de départ, c'est prendre le parti que les hommes ne sont pas des voleurs, que les hommes sont bons. Et si on part en ayant confiance en l'autre, on pose tout de suite un prérequis relationnel. Et je prends juste un exemple. Par exemple, si je regarde les horaires, là il y a une entreprise, ils ont fait ça en Belgique au centre de sécurité sociale, de supprimer les pendules. Chacun vient quand il veut, repart quand il veut. Là, l'entreprise pour laquelle je suis intervenu a non seulement supprimé les pendules, mais supprimé les calendriers. C'est-à-dire que les gens prenaient leur jour de vacances quand ils le voulaient. Et celui qui voulait prendre 70 jours de vacances dans l'année, c'est OK. Il faut quand même être bien
pour pas le dire dans le micro, pour poser cette intention-là à ses salariés en disant les jours de travail, chacun vient quand il veut. Et il s'est rendu compte, une fois qu'il avait posé ça, que les salariés étaient tellement investis que c'est lui qui devait dire « Attends, là, il y a 20 jours que t'as pas assez pris de vacances, pars en vacances. » Parce que quand on fait confiance aux salariés, comme quand on fait confiance à chacun, il est révélé dans le meilleur de lui-même et il a envie de donner le plus. Tu as rencontré, depuis 20 ans, tu as accompagné plus de 6000 personnes, dont 3000 managers, ce qui est énorme. Tu as rencontré, et tu le dis dans le livre, un certain nombre de salariés désenchantés, de salariés dans le mal-être. Quelles sont pour toi leurs principales souffrances, si tu devais nous en citer quelques-unes? La sensation d'être là et de ne pas savoir ce qu'on fait là. Je pose souvent, j'étais avec un groupe de 30 dirigeants avant-hier, et je leur ai posé la question, si c'était le dernier jour de votre vie, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? De façon, alors ça a créé un petit peu une ambiance, mais ça permettait de revenir à l'essentiel. Moi, je sais que si c'était le dernier jour de ma vie, il n'y a aucun souci, je serais là aujourd'hui, j'irai au bout de ce que je dois faire parce que je me sens à ma place. Tu veux dire qu'on ferait l'interview ensemble? Aucun souci, moi je serais là en tout cas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens à ma place, je me sens animé par ce que je fais. Et je crois que quand on ne l'est plus, animé, en se disant je suis là, tu me demandes de faire des tableaux Excel, mais pour faire quoi? Ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Comme si le but d'une entreprise était de gagner de l'argent. C'est un peu provocateur en disant ça, mais je crois profondément que le but d'une entreprise n'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur, ce qui n'a rien à voir. Et créer de la valeur, des fois, bien sûr, on cherche le bénéfice, mais le bénéfice, si on l'oppose dans l'étymologie à maléfice, on va avoir quelque chose d'intéressant parce que pour augmenter le bénéfice, on peut augmenter le maléfice. C'est-à-dire, pour augmenter un chiffre d'affaires, on va par exemple créer des produits chimiques qui vont créer du maléfice. Donc là, le rôle de l'entrepreneur, c'est de peser sur la balance ce qui correspond au bénéfice, ce qui correspond au maléfice. Et si cette balance est équilibrée, alors il crée de la valeur. Et là, c'est vraiment important parce que quand on ne crée plus de valeur, alors on se dit « qu'est-ce que je fais sur la Terre? Je ne contribue pas à faire ma part ». Faire sa part, justement, et quand on ne fait pas sa part, la relation se déshumanise. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'une relation se déshumanise? C'est quoi les critères, les symptômes? La perte de lien. C'est-à-dire qu'on fait passer l'objectif avant toute chose. Moi, si j'ai 3 créneaux de rendez-vous et que je dois rencontrer 6 personnes, je vais rencontrer les personnes avec qui je peux le plus créer de liens. Parce que plus il y a de liens, plus ça donnera un résultat derrière. Donc à quel moment la relation se déshumanise? Quand la fonction prend le pas sur la personne. Quand on va voir son DRH, son directeur marketing, plutôt que d'aller voir Paul, Jacques ou François. J'étais au Québec dernièrement, ils s'amusaient bien en nous disant « mais vous avez encore chez vous c'est N+2 et N+3 » Je dis « oui, on a encore gardé ça. » Ah oui, donc quand vous demandez à Paul, il faut d'abord demander à Jacques pourquoi vous n'allez pas directement. Je dis « oui, c'est culturel, on a des trucs comme ça chez nous. » Ça, c'est le début d'une déshumanisation de la relation quand la fonction prend plus de place que la personne qui l'incarne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la plus importante, c'est le sens. Si on n'est pas à un endroit ou à un autre, se dire en quoi je contribue à rendre le monde meilleur. Alors quand je dis ça, certains se disent oui mais d'accord, lui il vend des livres, c'est facile, ça aide les gens à être plus heureux. Nous on fait des circuits imprimés pour aller sur les cartes bancaires. En quoi ça contribue? Et là, pour moi, il y a quand même un critère humain. Est-ce qu'en arrivant le matin, on va se dire, voilà, je vais faire en sorte qu'avec mes collaborateurs, ça se passe le mieux possible. Je vais faire en sorte de prendre du temps pour établir du lien avec chacun, pour que les relations humaines soient le plus harmonieuses possible. Ok, rendre les relations le plus harmonieuses. Pourtant, quand une relation se déshumanise, et ça t'en parles beaucoup dans le livre, c'est pour ça que je m'arrête un peu là-dessus, les mauvais sentiments apparaissent. On en fait quoi de ces mauvais sentiments, Arnaud? Soit on en fait du socialement correct. En entreprise, ça a beaucoup été le harcèlement, par exemple. Et j'ai rencontré beaucoup, alors de moins en moins, mais beaucoup de femmes harcelées. Vous savez, avec les petites blagues, hein, un peu courte la mini-jupe, hein, je plaisante, un peu d'humour, elle n'a pas beaucoup d'humour. Hein. Ce qui est de... Mais ça balance comme ça, mais c'est dit sur le ton de la blague. Un jour, j'ai fait un séminaire, il y avait 40 hommes et une femme. C'était
pas représentatif mais quand même. Et j'arrive, et au bout d'un quart d'heure, la pauvre femme s'en prend, mais alors, sur la façon dont elle était coiffée, sur la façon, et c'était, hein, je touche la jupe, je rigole, etc. Et à un moment donné, je pose devant tout le monde, je dis, qu'est-ce que vous cachez derrière ça? Quelle est l'émotion? Et donc je prends le DG qui était là, qui avait eu le courage de venir, je dis, quelle est l'émotion? Non, mais c'est donc plaisante, c'est de l'humour. Allons. Je dis, oui, mais derrière l'humour, je dis, quand on taquine comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Soit il y a du désir, soit il y a de la peur, soit... Qu'est-ce qui est caché? Et le type, après le taquiner un peu, admet que oui, il a envie de rentrer en contact. Ah ben je dis à ce moment-là, dites à cette femme que vous avez envie de rentrer en contact avec elle, et puis prenez le risque, prenez le risque qu'elle vous dise oui, bienvenue, ou non. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Oui. Il prend le risque, et la femme dit merci d'établir ça, non, je ne souhaite pas de contact plus avant. Donc le type. Et on décortique avec ce groupe tout ce qui se joue sous le tapis. C'est-à-dire les émotions humaines. Les émotions humaines, la peur, la joie, le désir, la jalousie, les projections. Toutes les relations humaines sont animées par ça. Pourquoi d'un seul coup? Parce qu'on est dans une tour de la défense, ça ne devrait plus exister. Bien évidemment, ça existe. Donc moi, j'invite, et c'est le travail qu'on fait en entreprise, à nommer ces émotions, à pouvoir dire « j'ai du désir pour tout ». Alors, on est bordé, parce... Il y a des DRH dans la salle, il faut que je fasse attention. On est bordé, bien évidemment, parce qu'on sait maintenant les risques qu'on prend dès qu'on parle vrai. Hein, tellement, chacun s'est bordé, protégé juridiquement. Donc j'invite tout, mais ça se passe très très bien, parce que plus on tombe le masque... Ça se passe bien aussi parce qu'il y a un tiers. Oui, ça se passe bien parce que moi je suis extérieur à l'entreprise. Et donc, puis un éclaireur, tu vois. Je crois que je suis... Il y a deux qualités que j'amène, c'est que je suis bienveillant et que je suis libre. Libre de dire ce que j'ai envie et bienveillant parce que profondément, je souhaite le bien de chacun dans l'entreprise. Donc c'est ce qui fait que ça se passe plutôt bien. Tu écris dans le livre que l'entreprise s'est trop isolée du reste du monde et qu'elle manque de sagesse. C'est quoi finalement la sagesse en entreprise? Se rappeler que la vie est courte, se rappeler qu'on finira tous entre quatre planches, à un moment ou à un autre, le plus tard possible parce que j'adore la vie. Mais quand on se dit ça déjà le matin, hein, c'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et quand on se dit ça, on voit qu'on joue un rôle. Donc on peut le jouer avec le plus de sérieux possible, mais on se prend un peu moins au sérieux dans notre rôle parce que ce n'est qu'un rôle. Donc ça pour moi, c'est typiquement incarner la sagesse. Ton livre s'appelle « Les nouveaux sages ». J'aimerais vraiment qu'on s'arrête et qu'on prenne ce temps-là de s'arrêter sur ce mot sagesse. Ça fait 15 ans, hein, toi, que tu explores la sagesse auprès des yogis, auprès des moines, auprès des chamans. Quelle définition met la tienne, au-delà de ce que tu viens de dire, et au-delà du monde de l'entreprise, tu donnerais finalement sur le mot sagesse? Quand tu te lèves le matin, pour toi, la sagesse, c'est quoi? C'est un être humain dans sa trinité, dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Quelle différence tu fais finalement entre la sagesse et, je dirais, la bienveillance? La bienveillance est une facette de la sagesse et ça aide bien, quand on est sage, d'être bienveillant. Mais la bienveillance n'est pas la sagesse. On peut être bienveillant avec quelqu'un parce qu'on a intérêt à ce qu'il nous fasse le rapport. Mais ça n'a rien à voir avec la sagesse. Tu te considères comme sage? Je me considère comme apprentissage. C'est joli. Est-ce que la sagesse s'entretient ou alors elle s'acquiert ou alors elle est innée? Elle s'entretient sans aucun doute par la méditation, par le recul. Le recul, c'est d'un seul coup sortir du cadre. Hein, de plus en plus, j'amène les managers, les dirigeants à sortir du cadre de l'entreprise pour prendre ce recul. Donc oui, ça nous amène à prendre du recul pour travailler la relation, la méditation. C'est autant d'outils. La sagesse, c'est un muscle. Et de la même façon qu'on peut s'entraîner à l'ouverture du cœur, si je fais des pompes tous les matins, je vais avoir des biscottos comme ça. Bah, si je m'entraîne à ouvrir mon cœur tous les matins, je vais avoir un cœur comme ça. Wow. Tu vas nous donner des pistes, hein, même s'il y en a plein dans le livre. En quoi finalement cette sagesse est-elle indispensable, mais vraiment indispensable et j'utilise ce mot-là volontairement, pour la vitalité de l'entreprise? Parce que je crois qu'une entreprise qui ne se préoccupe que de ses résultats
sur un tableau Excel est une entreprise qui peut être pérenne un temps, mais profondément où personne ne se nourrira. Et cette entreprise, et surtout dans cette période où nous sommes tous en quête de sens, cette entreprise qui sera sage influencera les collaborateurs, les familles des collaborateurs, les clients, les partenaires, parce qu'on a envie de ça. Là, dernièrement, il y a une entreprise, je vois, un supermarché, avant-hier, un hypermarché, qui d'un seul coup a autorisé, malgré l'interdiction des commissions de Bruxelles, de vendre ce qu'on appelle des légumes moches. Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est les tomates qui sortent du cadre, parce qu'on a décrété qu'une tomate, ça devait être sujet de 27 produits phytosanitaires, et ça devait rentrer dans une sphère de 6,5 cm sur 7. Sinon, ça n'est pas une tomate vendable. Carrefour a décidé de braver la loi. Je ne fais pas la pub pour Carrefour. Mais par contre, pour cet acte-là, oui, je dis c'est un acte de désobéissance, quelque part, que je salue et que dont j'applaudis des deux mains, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais attends, on est en train de marcher sur la tête. Il y a un chaman me disait cet été, il me disait, vous êtes drôles quand même, il nous appelle les petits enfants de la Terre. Il me dit, vous êtes drôles parce que vous êtes conscients plus que n'importe qui que vous allez dans le mur. Hein, tous les conseillers écologiques le disent. Vous calculez avec des règles mathématiques très précises à quelle vitesse vous allez dans le mur. Donc vous visez 2025 et compte tenu de ça, vous accélérez. Il dit c'est spécial, c'est pour ça qu'on vous appelle les petits enfants de la Terre. La sagesse, c'est évidemment, tu viens de le dire, hein, la Trinité, mais c'est aussi l'ouverture de cœur, bien entendu. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'ouverture de cœur et de vulnérabilité. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important. La performance, on en parle beaucoup de la performance, bien évidemment, en entreprise. Est-ce qu'elle est compatible, oui ou non, avec la vulnérabilité? Moi, je n'étais pas du tout vulnérable en entreprise. C'est impossible d'être vulnérable. Ça l'était, et ça l'est encore pour beaucoup. Oui. Et si je prends le commerce, par exemple, combien de managers posent cette question? Il faut être... Je pense à Peter, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, Peter Ball, qui est le fondateur de Milmont. C'est lui qui a fait la négociation de l'Empire State Building, qui était l'assistant de la deuxième fortune du Japon. Et il a vu cette deuxième fortune du Japon à la fin de sa vie, qui avait accumulé des milliards et qui avait accumulé autant d'ennemis qu'il s'est dit jamais je ne finirai comme ça. Et quand il a pris la relève, c'est l'homme qui a fait la négociation pour l'Empire State Building, pour laquelle il avait, je crois, 14 millions d'euros de commission, quelque chose comme ça. C'était des chiffres énormes. Et aujourd'hui, qui applique dans les affaires, il est chef d'entreprise, il dirige plusieurs entreprises, il applique la loi du Tao. Et donc la loi de l'équilibre, qui est je ne peux pas expirer plus que je n'inspire. Je ne peux pas recevoir plus que je donne. Et donc, quand je pense à Sébastien Henry aussi, qui est dans le bouquin, qui s'est beaucoup inspiré des moines dans son approche. Et les moines, par exemple, quand ils font du miel ou quand ils font... Il y a un moment donné, ils arrivent à un équilibre. Et si on fait du miel depuis plusieurs siècles de la même façon chez les moines, ils pourraient très bien se dire, attends, on pourrait faire un truc, c'est là les moines, on les fait travailler une demi-heure de plus, on multiplie par 0,5 et on a un chiffre d'affaires qui... Non, les moines ne fonctionnent pas comme ça, et pourtant, ils vendent du miel depuis des siècles, ou des liqueurs, toujours à la même façon. Donc il y a un moment donné, on va intégrer des notions de sobriété heureuse, d'équilibre, sur lesquelles s'appuient toutes les sagesses. Qu'on regarde le Tao, qu'on regarde le Yiking, qu'on regarde toutes les sagesses bouddhistes, tibétaines, toutes s'appuient sur l'équilibre. On ne peut pas expirer plus qu'on inspire. On ne peut pas recevoir plus qu'on donne. J'entends, mais je reviens sur le mot vulnérabilité. Parce que ce mot-là, en entreprise, c'est vrai qu'il fait tâche. C'est-à-dire que quand tu es vulnérable, tu es faible. Est-ce que tu as vu des exemples de gens, on va prendre quelques exemples tout à l'heure, de portraits, mais où ils ont mis finalement cette vulnérabilité en avant et ils ont réussi à faire de la performance? Je me souviens d'un négociateur, pour être très concret, qui faisait les enchères inversées. Je ne sais pas si vous connaissez les enchères inversées. Il y a un imprimeur, par exemple, qui va dire, voilà, on a besoin de créer 50 000 affiches, on fait appel aux imprimeurs et le jeudi midi, on prend le devis le moins cher. Tac, c'est parti, les devis sont affichés. Donc, premier imprimeur, il met à 45 000, lui 44 500, 44 000. Et jeudi midi. Et le type m'appelle, il me dit, je suis bien embêté parce que je suis en train de jouer à ces enchères inversées et je suis en train de rentrer dans des seuils
pour lesquels je vais être en insécurité avec mes collaborateurs, etc. Et donc il me dit, jusqu'où je vais? Je dis, mais tu te centres, et à partir du moment où tu sens que tu n'es plus dans ton cœur, que tu es en train d'accepter un truc pour gagner, je dis, tu laisses faire, tu ne vas pas sur cette sphère. Et donc il décide de s'arrêter bien avant de son seuil. Il se fait sortir des enchères inversées, et, hasard ou synchronicité, un quart d'heure après avoir déconnecté de ça, il est contacté par une entreprise éthique de développement durable qui cherche un imprimeur et qui, à 100 € près, lui propose un contrat. C'était un contrat, je me souviens, de 85 000 €. Il lui propose un contrat de 85 000 € d'imprimerie pour faire de l'éthique. On ne saura jamais quelle est la part du divin, quelle est la part de la magie qui fait que c'est ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en faisant la place à l'un, il peut accueillir l'autre. On a le sentiment, vraiment, en lisant ton livre, que le cœur, finalement, est un formidable outil, je dirais un moteur d'action. Est-ce que c'est ça, finalement, le message vraiment caché qu'il y a derrière ce livre-là? C'est le moteur. Je ne vois pas quel moteur on peut avoir de plus fort le matin en se levant que de se dire je vais me lever parce que ça me fait kiffer, parce que j'ai envie. J'ai envie de retrouver les gens avec qui je travaille, j'ai envie de vendre ce que je vends, j'ai envie de... Connaissez l'histoire de la brouette, hein, c'est un chantier, et puis il y a un observateur qui regarde les uns un peu à distance, et puis il voit un type qui porte une brouette en on dit ah, c'est lourd ce truc. Et puis il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit bah oui bien, je porte une brouette. Il est bête lui. Hein. Et puis il y a un deuxième type qui porte la brouette avec joie. Il dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit vous voyez les pierres qui sont là, on les sépare. Je prends les grosses pierres, je laisse les petites. Et il y a un troisième qui porte la brouette avec vraiment beaucoup d'élan. Il dit qu'est-ce que vous faites vous? Il dit vous voyez avec les gens qui sont là, on est en train de bâtir une cathédrale. Dans cette histoire, les trois portent une brouette. Il y en a un qui sait pourquoi il le porte, il y en a un qui ne le sait pas. Et je crois que le rôle du manager, du dirigeant, c'est d'amener les salariés, même si on doit faire des boulots. Il y a certains boulots qui sont difficiles, il y a certains boulots qui sont physiquement engageants, mais je crois que quand on sait pourquoi on le fait, et si on a la sensation de contribuer à rendre le monde meilleur, on a plus de cœur à l'ouvrage. Tu as envie de leur dire quoi aux gens qui sont dans la salle, et surtout aux gens qui nous regardent sur Internet, et qui... le matin, n'ont pas envie d'aller bosser. Parce que c'est dur, parce que les salariés, ils n'ont pas d'amis, parce que voilà, parce que il y a des conflits sociaux. Tu as envie de leur dire quoi? Qui travaille dans la salle pour avoir une idée? Tout le monde est en vacances, en fait. Vous connaissez l'étymologie du mot travail, ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Donc, si je pose la question, c'est que allez, je prends un risque, tant pis, je ne vais pas me faire que des amis. Mais si vous avez l'impression de souffrir à ce point en allant travailler, changez de job. Il faut être courageux. Oui, il faut être courageux. Mais je crois qu'il faut être encore plus... Souvent, on me le dit, mais c'est difficile, tu ne te rends pas compte, il y a du chômage. C'est difficile, oui, mais c'est tellement plus difficile d'aller travailler tous les jours dans un boulot pour lequel on ne prend pas de plaisir avec des gens. Et j'ai, heureusement, si je dis ça, je sais bien que c'est difficile, qu'il faut du cran. En même temps, je rencontre tellement d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se disent « Mais attends, on a changé et qu'est-ce qu'on a bien fait? On a quitté une bulle dorée dans laquelle c'était confortable, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a du plaisir à se lever? Il y en a tellement que oui, je les encourage. Quand je les encourage, attention, je termine quand même. Dès lors que vous vous rendez compte que de l'intérieur, il n'y a plus rien de possible. Attention, je ne voudrais pas que demain, il y ait autant de mouvements. Une phase de transition quand même. Oui. Ouais, on prend son temps. On se vérifie. Et la phrase de Marc Aurèle, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer, le discernement de reconnaître l'un de l'autre. Alors revenons justement sur qui sont ces nouveaux sages. Tu as donné 2-3 exemples déjà, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ces portraits que tu as faits. Tu as donné la parole à plus de 30 hommes et femmes, plus d'hommes d'ailleurs. Je me suis posé la question d'ailleurs si finalement les hommes étaient plus sages que les femmes. Mais en tout cas, je ne le crois pas. Mais pourquoi il y a si peu de femmes? Alors, un petit mot justement sur l'équilibre du masculin. Le livre n'est pas représente pas l'équilibre tel que je le souhaite, il correspond en revanche à l'équilibre tel que je le vis au quotidien dans les entreprises. À savoir que, en gros, oui, on a dans les conseils d'administration, j'ai plus parce qu'il évolue assez vite, mais je crois que c'est 1, non, ça a augmenté, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, la proportion est tellement plus forte et dans mon quotidien, je rencontre en gros
dans les rôles, dans les postes de manager, 8 hommes pour 2 femmes. Et donc il y a cet équilibre qui fait que les femmes, parce que ça correspond à une période, ont eu besoin de renforcer leur énergie masculine pour accéder à des postes de management. C'est pour ça que je parle plus d'énergie que d'hommes ou de femmes. Le Tao parle d'énergie masculine, yang, qui correspond au soleil, qui correspond à l'action, qui correspond à la décision, qui correspond à la parole. Et d'énergie yin, qui correspond au silence, qui correspond à la méditation, à l'introspection et à l'écoute. Et il n'y a bien sûr pas une énergie qui est plus forte que l'autre, mais où il y a eu une grande manipulation dans le monde du travail, c'est que les hommes ont fait croire aux femmes que le yang était supérieur, comme si c'était possible que l'expiration soit plus forte que l'inspiration. Et aujourd'hui, il y a une période de rééquilibre transitoire où je vois des femmes qui vont être encore plus mecs que les mecs pour accéder à des postes de responsabilité. C'est une période de transition, comme il y a partout, mais je crois que bien évidemment, quand l'énergie féminine du long terme, de l'écoute intérieure, de la sagesse, donc oui, sans aucun doute, les femmes ont plus cette sagesse. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un meilleur accès à l'humanité, ne serait-ce que physique. Elles ont un meilleur accès à l'humanité, à notre dimension, et bien évidemment que les hommes devraient plus s'inspirer des femmes. S'il devait y avoir un point commun entre ces 30 personnages, ce serait lequel ? Parce qu'il y en a un point commun, bien évidemment. L'optimisme, dans cette période, dans cette période quand même difficile, combien de burn-out, un actif sur 3 exposé à l'ulcère à l'estomac, 85 millions de boîtes par an d'anxiolytiques. Le monde de la souffrance au travail est tel que, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des départements entiers dans les entreprises qui s'intéressent vraiment à ça. Mais et il y a derrière ça beaucoup de pessimisme. Et en faisant ce livre, en rencontrant des hommes et des femmes, beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu es naïf, tu es trop optimiste ». Le pessimiste n'est pas plus réaliste que l'optimiste. C'est un état d'esprit, c'est une discipline de samouraï quotidienne. Et qu'est-ce qu'ont en commun les personnes que j'ai rencontrées ? C'est qu'elles sont, dans cette période de transition, résolument optimistes. Elles sont managers, chefs d'entreprise, des fois de grandes entreprises, des fois de petites entreprises, et elles aspirent, elles continuent à croire en l'humanité et en la valeur de leurs collaborateurs et du monde. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir tous les évoquer ici, vous imaginez bien, sinon on a déjà jusqu'à 3h du matin, mais je voudrais qu'on revienne sur quelques-uns d'entre eux, et notamment Gilbert Delmarmol. C'est un être courage, on l'appelle comme ça, et qui a su finalement transformer ses épreuves de vie pour devenir un homme et un nouveau sage. Tu peux nous raconter son histoire en quelques mots ? Il était chef d'entreprise, il gagnait très très bien sa vie, il était un exemple de réussite sociale en Belgique, et il a tellement travaillé qu'il a fait un burn-out, et l'un des effets physiques de son burn-out, c'est qu'il a eu une tumeur au cerveau. Et dans cette tumeur, on lui a enlevé l'hypophyse, et on ne peut pas vivre sans hypophyse, c'est la glande de l'intuition, on ne peut pas vivre sans hypophyse. Et donc à la fin de son opération, les chirurgiens lui ont dit, voilà 2 nouvelles. La première, c'est que tu ne pourras plus avoir d'enfants, que tu as une durée de vie très limitée avec une chimie très lourde, et que tu vas ralentir complètement, la marche difficile, etc. Il a refusé complètement le diagnostic, et il a commencé un travail sur lui de titan. Il est parti en Amérique du Sud, il est allé rencontrer les chamans, il est allé rencontrer des médecins venus d'ailleurs, qui ont fait le lien entre le corps et l'esprit, et qui lui ont montré à quel point il avait créé sa maladie de toute pièce, et que puisqu'il avait créé sa maladie de toute pièce, qui était sans issue pour la médecine chimique, il pouvait créer sa guérison. Et donc il a commencé à faire tout un travail très long sur lui avec les chamans, et surtout en prenant conscience que tout part de la pensée, et que le monde extérieur est un hologramme de notre monde intérieur. Donc il a revu complètement ses paradigmes, et à partir de là, il s'est guéri. Aujourd'hui, il a 2 enfants magnifiques, il donne des conférences partout dans le monde, il est en pleine santé, il ne prend aucune chimie. Et il fait des conférences sur le fait que nous créons notre réalité, et donc il accompagne les entreprises qui sont des systèmes, comme le corps humain est un système, où le cœur va communiquer avec le cerveau, qui va communiquer avec la rate, avec le pancréas, tous les organes communiquent, et quand la communication est belle, on est en bonne santé. Et une entreprise est un système qui co-crée avec différents systèmes, et quand ces systèmes communiquent, on est en bonne santé, et l'entreprise est en bonne santé. Ce que je trouve très intéressant dans ce livre que tu
tu as écrit, c'est que oui, tu fais le portrait, tu fais parler ces gens-là, mais juste après, tu fais à chaque fois un petit enseignement et toi, ce que tu en as retiré. Et c'est pour ça que je disais au départ qu'il y a une vraie individualité finalement. Bien sûr, c'est pour les entreprises, mais c'est également pour toutes les personnes en fait, qui se trouvent en entreprise ou pas, d'ailleurs. Oui, je parle du monde. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement l'entreprise. Je parle du monde qui me passionne, de la période qu'on vit aujourd'hui, à travers le prisme de l'entreprise. J'aurais pu parler du monde à travers le prisme de la spiritualité, ça pourrait être le thème d'un autre livre, ou de la terre, ou des animaux. Voilà, là j'ai choisi l'entreprise parce que ça me semble un prisme intéressant pour parler du monde. Autre rencontre, parce que je vois que l'heure avance, celle de Marc de la Ménardière, bien sûr créateur du film, j'imagine que vous l'avez vu, En quête de sens. Et là, ça a été important pour toi d'en parler dans ce livre. D'autant plus qu'il fait partie de la génération des jeunes sages, puisqu'il est très jeune, Marc, et il travaillait chez une marque d'eau. Il vendait de l'eau en bouteille pour l'une des grandes compagnies d'eau. Il travaillait à New York, il avait son appartement magnifique, il vivait avec la jet set, il gagnait très très bien sa vie. Et un jour, il était complètement coupé de cette réalité, c'est-à-dire la seule chose c'était comment gagner de l'argent, un peu plus davantage. Et un jour, il tombe dans un couloir, il glisse sur une balle et puis il se casse une jambe et il va à l'hôpital. Et là, il se met, plutôt que de regarder des séries à la télé, il se met à regarder des films sur Internet et il tombe sur Le Monde selon Monsanto, il tombe sur différents The Secret, etc., différents films qui parlent de ça, et il découvre l'envers du décor, c'est-à-dire l'envers de ces multinationales et notamment de cette marque d'eau en bouteille qui allait jusqu'en Suisse à s'arranger avec les municipalités pour interdire les fontaines, pour assécher les fontaines, pour rendre l'eau plus rare. Et il s'est rendu compte de l'abject de son métier et il a voulu complètement sortir de ça. Et puis quand il a entendu le patron de sa société dire qu'il y avait deux types d'hommes aujourd'hui, ceux qui considéraient l'eau comme un bien naturel, les utopistes et loin de la réalité, et ceux qui reconnaissaient en l'eau un bien de consommation quelconque. Et quand il a vu ça, il s'est dit, mon Dieu, quel cynisme. Il a démissionné, il a pris une caméra, il a fait le tour du monde pour voir un petit peu tout ce qui se passait et tout ce qui se créait un peu partout dans le monde. Il est allé interviewer ceux qui font de la permaculture en Inde et ailleurs, et il a découvert là aussi, un petit peu sur le ton du film Demain, qui a si bien marché, tout ce qui se réalise dans le monde et qui marche si bien, mais sur lesquels on ne met pas assez la lumière aujourd'hui. Quand on regarde le journal de 20 heures, on entend plus parler du fou qui a tué sa sœur que de tout ce qui se passe de bien, et voilà, c'est un peu toxique. Et en tout cas, ça a fait 150 000 entrées déjà, et c'est un film que vous pouvez encore voir, bien sûr, sur Internet. Et juste pour la petite histoire, quand ils ont commencé à gagner de l'argent, parce que le film marchait tellement bien, il a dit, ok, nous on a gagné assez d'argent, maintenant c'est en libre service sur Internet, chacun se sert. Vous imaginez là aussi une entreprise qui se dit, on a gagné assez d'argent, donc ça montre qu'il y a une cohérence et une congruence dans l'action. Alors après le constat qu'on vient de faire, après la définition de la sagesse, après quelques exemples de nouveaux sages, j'aimerais savoir comment, parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais vraiment qu'on vous donne évidemment la parole, je voudrais savoir comment tu appliques finalement tes enseignements de sagesse dans notre monde, dans le monde de l'entreprise. Si tu avais 4-5 outils clés à nous donner, ce seraient lesquels ? Bien sûr, la méditation, tu en as parlé. La méditation, des outils de sagesse. Dans les entreprises, en général, je commence par un exercice très simple, ça s'appelle se regarder dans les yeux. Et vous savez, on parle de ça se fait souvent en place du Trocadéro ou ailleurs, les eyes contact, c'est normal, ça vient des États-Unis. Eyes contact, on se regarde dans les yeux, et quand on se regarde dans les yeux, au bout de 3 minutes, il se passe un truc incroyable qui fait que le cœur fait baou, waouh, hein, les free hugs, vous avez vu ça un peu partout, ça se développe. Mais quand on fait quelque chose d'aussi simple que de se regarder dans les yeux pendant 3 minutes, il y a un truc qui ouvre le cœur qui est juste de la bombe. C'est énorme. Et d'un seul coup, donc ça c'est quelque chose que je fais en entreprise. Et d'un seul coup, l'un et l'autre se regardent. Alors on est gêné un peu au départ, mais comme l'exercice est tellement simple, il s'agit de se regarder dans les yeux, qu'on se rend compte de la difficulté, et derrière la difficulté, il y a le cadeau, et le masque tombe, la fonction tombe, et les gens se prennent dans les bras spontanément. Voilà, parce que quand on fait à ça, c'est simple, mais on ne peut pas y résister. Ça, c'est le type d'exercice qu'on fait qui est très simple. Autre chose. Le regard dans les yeux, d'accord. La petite méditation, et si aujourd'hui était ma dernière journée. Donc là, je fais
écrire à chacun qu'est-ce que vous feriez de cette dernière journée. Donc chacun planche un peu, je ferai ci, je ferai ça, j'irai dire à mes collaborateurs que je les aime finalement, je t'aime bien, hein. Bang, hein, je te déteste pas, vous savez. Donc j'invite là aussi à venir ça. Ensuite, dire qu'est-ce que concrètement je peux faire, moi, à mon niveau, pour rendre le monde meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une enquête sur le bonheur, simplement. C'est Mathieu Ricard qui a fait ça, puis Frédéric Lenoir s'est associé à ça aussi. Qu'est-ce qui contribue à rendre le monde meilleur ? Et quand on pose la question aux gens, quand on leur donne de l'argent en disant « vous le dépensez comme vous voulez pour être heureux », qu'est-ce qui rend meilleur ? C'est de le donner. Et c'est quand on l'a investi pour le donner à une association, pour offrir un restaurant à ses amis, pour permettre... C'est ça qui nous fait le plus de bonheur. Donc je demande aux collaborateurs, aux managers, comment vous pouvez rendre le monde meilleur, vous, concrètement, aujourd'hui. Voilà, c'est le genre de choses très concrètes. Tu termines aussi ton livre par... Moi, je les ai affichés chez moi, donc vraiment, je vous le conseille, par 30 perles de sagesse. Oui. Pourquoi c'était important, dans ce livre-là, de nous remettre des perles de sagesse ? Peut-être parce que je suis quelqu'un, je suis pas très littéraire, je suis quelqu'un de très sur le terrain, et je veux pas que les gens partent de là en se disant c'est des belles idées. Je préfère qu'ils quittent le livre en se disant, et je voudrais pas que vous sortiez de la conférence en vous disant ouais c'est des belles idées. Je préférerais que vous sortiez en disant quelle belle personne vous êtes vous-même, et finalement, et si je pouvais changer quelque chose dans mon quotidien. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que les gens le lisent en se disant mais finalement, moi, peut-être que je suis un nouveau sage aussi, quand il le dit, moi aussi je peux, hein, ne laissez pas une petite blessure affecter une relation, mais je peux peut-être l'incarner, je prends le risque de me tromper, je peux peut-être l'incarner, et chacun est nouveau sage, hein, il n'y a pas un label que je donne, chacun est nouveau sage à partir du moment où il le décrète. Il faut être un petit peu utopiste pour ça. On va passer aux questions, parce que je vois qu'il est 9h30 et j'aime bien respecter le temps et vous laisser bien sûr la parole. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui souhaitent poser une question à Arnaud ? Et si oui, écoutez, on vous passe le micro et juste vous vous présentez, vous nous dites qui vous êtes. Et puis, en même temps qu'on pose les questions, je sais comme on est sur Internet et que c'est très suivi oui, ce soir. On attend plein de questions et je crois que Coralie a des choses à nous dire. On est déjà plusieurs milliers sur Internet, donc si vous avez des questions, ça va pouvoir transiter, puisque je crois qu'elles sont filtrées par Coralie. Par Internet et Coralie. On va commencer avec toi, du coup. Alors, vous m'entendez ? Oui. Alors, en fait, hop, je me décale. Il y a beaucoup de questions, c'est une vidéo qui a été beaucoup vue, plus de 1200 vues, plus de 50 commentaires. Et il y a aussi surtout des témoignages d'expériences douloureuses, des témoignages de gratitude aussi, et des témoignages de personnes dont la personnalité a pu être mise en danger. Donc je pense que ça peut être une première question. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que la personnalité vraiment peut être mise en danger en entreprise ? Mise en danger, ça veut dire abîmée ? Oui. Ou disparu. Toujours gêné pour répondre à la question si j'en sais pas un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on appelle personnalité mise en danger ? Je ne connais pas assez le cadre pour répondre là tout de suite. Ça vous parle ? Je ne veux pas partir sur une piste que je ne vois pas assez quelle est sa question. Je peux passer à d'autres questions. On a une question d'Aurore B, d'Anglette, qui demande si la sagesse et la maîtrise de soi sont, selon vous, les mêmes choses. Je crois que la sagesse intègre la maîtrise de soi. Et dans cette maîtrise de soi, la question, c'est qui est le soi ? Est-ce que je maîtrise ma personnalité ou est-ce que je maîtrise pour laisser quelque chose qui me dépasse me maîtriser, m'habiter, le cœur ? Alors j'ai aussi une question d'Amal de Paris qui demande quel a été le déclencheur de votre tout premier livre. Le premier livre, il est né quand c'était mûr. J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans et j'ai frôlé la mort de près. J'ai regardé quelques secondes de l'autre côté du rideau et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que j'étais sur ce plan mortel. Et donc ça m'a donné une envie, un élan incroyable et une pêche incroyable. Et à ce moment-là, sensiblement, il s'est trouvé juste une année où mon activité s'est quasiment arrêtée du jour au lendemain et ça m'a dit c'est le moment d'écrire. Et j'ai écrit et dès que j'avais fini d'écrire, l'activité est repartie. Alors, Amal de Paris, toujours, qui a bien noté que le cœur était moteur et qui est complètement d'accord avec vous, mais qui demande comment se protéger des gens qui peuvent être malveillants en entreprise. Alors, je reviens sur le cœur est un moteur. Je ne connais pas de créateur
d'artistes, de fondateurs, des gens qui ont vraiment changé le monde en inventant un concept, une entreprise qui n'ait pas été animée par le cœur. Vraiment. Hein, si on regarde les fondateurs, il y a vraiment au départ une envie, je pense aux fondateurs de Canal+, je pense à d'autres, qui au départ c'est « et si on faisait ça ?» parce que vraiment ça nous fait kiffer. Donc oui, le cœur est un moteur par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Comment s'en protéger? Souvent on dit protégez-vous, mettez des carapaces. Les carapaces, pour moi, ne permettent aucune protection parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc pour moi, la meilleure des protections, c'est 1, d'être enraciné. Ça, c'est ce que nous apprennent les chamans. 1, être enraciné. 2, ouvrir le cœur. Et 3, être relié. Et c'est bien dans ce sens-là, parce qu'on a beau avoir le cœur très ouvert, si on a le cœur ouvert, mais qu'on n'est pas enraciné, une phrase désobligeante va nous faire « j'aurais jamais dû m'ouvrir comme ça ». Combien de fois j'ai entendu « ah oui, j'aurais jamais dû, trop bon, trop con, j'aurais jamais dû, je vais me refermer ». Non. Quand on est ancré, quand on est enraciné, on peut avoir le cœur ouvert, il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, je rebondis par rapport à ça, par rapport à la fermeture de cœur. Dans ton livre, tu dis qu'il y a de la peur de l'envahissement. Et c'est ce qui cache en fait tout ça. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et c'est ce que j'ai rencontré beaucoup, notamment dans des populations de DRH. Comment, si je m'ouvre, les gens vont commencer à abuser de la situation, et si je dois leur annoncer une mauvaise nouvelle, d'un seul coup, ça va être difficile. Donc, je préfère mettre une distance. Mais cette distance, qui est vécue comme une protection, je l'ai vécu aussi avec des commerciaux qui se disent si je connais trop, des banquiers qui se disent si je connais trop mes clients, si je leur dis qu'ils sont à découvert, ils vont me dire bah oui mais vous savez c'est le petit Rémi, oui bon d'accord ça va. Donc qu'est-ce que font les banques? Elles changent de directeur tous les 2 ans. Ça, ce sont des plâtres sur une jambe de bois. Pour moi, la meilleure protection, c'est d'être enraciné dans l'humanité, de regarder l'autre en se disant qu'est-ce que je ferais à sa place? Comment arranger cette histoire si je prends le cadre d'un DRH? Si j'ai une nouvelle difficile à annoncer quelque part, parce que j'en sais rien. La boîte a décidé d'un plan social, ça peut arriver. Est-ce que je peux, dans ce plan social, mettre le maximum d'humanité pour faire en sorte que les choses se passent bien? Si je suis directeur de banque et que je dois interdire quelqu'un bancaire, est-ce que je peux le faire avec le maximum d'humanité? Et là, faire en sorte que la personne se dise « Ok, ça a été difficile pour moi, il m'a refusé mon crédit, il m'a interdit banque, mais en tout cas, le banquier a été le plus bienveillant possible et ça, je le garderai. » Et c'est ça aussi qui va nous nourrir. Donc notre rôle, quelle que soit notre fonction, c'est de mettre cette humanité au service de la relation. Coralie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et s'il y a des questions sales, vous... Oui. Alors il y a d'autres questions, je pense que je vais peut-être laisser le micro oui, sur les questions sales. Et après, il y aura également Béatrice. Bonsoir. Est-ce que vous êtes confiant sur la capacité de l'entreprise de faire émerger les nouveaux sages? Je suis confiant en m'appuyant sur ma nature utopiste et optimiste. Soit. Autrement dit, la confiance, c'est comme l'utopie, c'est se dire, c'est un point de départ. C'est-à-dire que ce n'est pas une analyse de me dire « Ok, les entreprises en sont là, donc je suis confiant que sur les 10 ans qui viennent, ça va changer ». C'est vraiment un point de départ. Je me dis, si je n'ai pas confiance, d'une part, si des gens comme moi ne l'ont pas, qui va l'avoir? Si ce n'est pas les auteurs qui va l'avoir. Donc par rapport à ça, je choisis d'avoir confiance. Et donc c'est un postulat de départ qui me permet, et je ne vois pas comment je pourrais agir si je n'avais pas confiance. Donc c'est vraiment un postulat de départ et non pas un postulat d'arrivée. Ce n'est pas ce que j'ai vu les 20 dernières années qui me font avoir. Mais en revanche, je vois aussi beaucoup d'initiatives qui se développent. Donc c'est un postulat de départ de se dire ok, de toute façon, si je n'ai pas confiance, je ne vais pas aller plus loin, donc je décide d'avoir confiance. Tu réponds quoi aux gens qui disent que tu es utopiste ? Je réponds les premières pages de ce livre. Certains propos de ce livre pourraient être considérés comme utopistes. Utopie qui vient du grec topos, qui signifie une utopie désigne un lieu qui n'existe pas. Ce terme a été inventé en 1516 à une époque où une grande partie des terres restait encore à découvrir. Ce qui n'est pas encore découvert gagne à être découvert. Autre question. Béatrice. Oui, alors, c'est bon maintenant. Ma question, moi, c'est par rapport aux entreprises. Tu évoquais, Arnaud, l'aspect curatif. On est dans l'urgence, on fait appel à des accompagnants.
dans l'urgence. Comment passer justement du curatif au préventif et être dans un discours qui permet de faire confiance et de lâcher un peu des outils, on va dire, sécurisants, pragmatiques, plutôt cerveau gauche, pour une approche plus humaniste et préventive. Alors là, je tiens à reprendre ma place par rapport à ça, parce que si j'ai passé 4 ans à vraiment réfléchir sur les solutions à apporter, parce qu'on les cherche tous, je ne voudrais pas, en toute honnêteté, dire voilà, l'entreprise est en plein chaos, achetez les nouveaux sages. Et non, l'entreprise est en plein chaos et il y a énormément de gens qui s'interrogent à ça. Et moi, je voudrais incarner l'humilité par rapport à ça, parce que je suis souvent contacté par des entreprises qui me disent voilà, on est dans cette situation. Hein, là, il y a un groupe qui m'a appelé en disant est-ce qu'on peut libérer, est-ce que vous pouvez nous aider à libérer l'entreprise, hein, qui est un nouveau mode de gouvernance. Je dis oui, mais ça va prendre 3 ans, il faudra qu'on vienne à au moins 100 coachs. Autrement dit, la solution à la situation qu'on vit, elle ne viendra ni des auteurs, ni des coachs, ni des DRH, ni des dirigeants, ni même des salariés. En revanche, si ensemble, on se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Là, l'expérience me montre, et tous les nouveaux sages, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas fait seuls. Ils ont posé à plat en se disant, ok, ensemble, commençons par restaurer du lien, et une fois que le lien est restauré, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que c'est difficile des fois quand on a pris des habitudes, des mauvaises habitudes au niveau managérial, au niveau comportemental pendant 5, 10 ou 20 ans, de restaurer quelque chose. En revanche, quand l'intention est sincère de créer quelque chose ensemble, oui, je crois beaucoup en la réponse. Autre question dans la salle, ou commentaire, ou témoignage, ce que vous souhaitez. Et sinon, Coralie, je veux bien que tu reprennes la main. Alors oui, j'en ai encore 3, si ce n'est plus. J'ai Sylvaine qui demande comment fait-on quand on est face à un patron qui est très réfractaire à cette approche, voire qui l'assimile à de la manipulation d'esprit. Comment faire pour le convaincre? Surtout pas chercher à le convaincre. Dernièrement, il y a une femme qui est venue me voir en me disant « Écoute Arnaud, elle était venue en retraite dans le désert avec moi. Elle me dit « Il y a mon mari qui veut venir en retraite dans le désert. Tu trouves tellement les mots justes. Aide-lui à trouver les mots pour qu'il vienne au désert. » Et je le regarde et je dis « Non. » Je dis d'une part, le désert, ça se mérite. Donc, s'il veut venir, il faudra qu'il fasse la demande lui-même. Et puis, en plus, dans le désert, il n'y a que du sable. Donc, il faut vraiment avoir envie de venir au désert. Et il y a peu de place, c'est assez pris d'assaut. Et le type me regarde et il me dit « Mais je viendrai. Hein » Pourquoi? Et j'étais sincère en disant que je ne cherchais pas à le faire venir. Et la difficulté de ça, c'est de se dire j'ai changé, je veux que les autres changent. La meilleure façon de faire changer nos collaborateurs, nos salariés, nos patrons, c'est d'être, comme dit Gandhi, être soi-même le changement qu'on veut voir en ce monde. Donc plutôt que de se dire je vais changer mon patron, si j'ai des relations et si j'ai une posture plus authentique, plus bienveillante et plus sage, il y a de grandes chances, comme dans la relation, nous y sommes tous attachés dans un sens ou dans l'autre, que l'autre lui aussi change quelque chose. Alors, il y a sûrement un lien avec cette autre question qui est de Sarah qui demande comment d'après vous peut-on se former soi-même pour animer cette démarche auprès de nos entreprises? Venir en stage avec Arnaud. Oui, bien sûr, venir en stage et lire ce livre. Et en même temps, venir en stage au pluriel, parce qu'il y a aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de coachs, de formateurs, de thérapeutes qui accompagnent en entreprise avec des outils qui n'existaient pas du tout il y a 10 ans, il y a 20 ans. De plus en plus, aujourd'hui, il y a des outils quand même. Hein, on parle de beaucoup de choses en entreprise. La méditation, ça commence à venir. La mindfulness, c'est d'autres noms qu'on donne à la pleine conscience, on commence à s'y intéresser. Mais il y a beaucoup d'outils qui ont lieu, il y a beaucoup de livres. Les outils ne manquent pas, dès lors qu'on en cherche, ils ne manquent pas. Alors, s'il n'y en a toujours pas dans la salle, il y en a encore sur Internet. Il y a notamment Lilou qui demande, alors c'est plus personnel cette fois, qui demande quel chaman vous a initié? Quels sont les chamans qui vous ont initié? C'est bien, ça va me faire la transition. Quel chaman, mais si je vous donne les noms ici, ils ne vont pas forcément dire grand-chose. La chance que j'ai eue peut-être dans ma vie, c'est de pouvoir approcher des chamans et des hommes médecine et des lamas et des rinpoché qui font partie peut-être de la, j'ai envie de dire, de la dernière génération des sages,
tels qu'ils existent, c'est-à-dire des sages authentiques. Je pense à des maîtres tibétains qui sont vraiment des maîtres de tradition très ancienne. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir passer entre 15 et 20 ans à leur contact, essentiellement de la tradition tibétaine, des Drikung Kagyu, mais c'est des noms qui ne diraient pas grand-chose ici. Voilà, ce n'est pas des noms qui diraient grand-chose, c'est des noms tibétains. Mais j'ai eu les enseignements de Dudul Dorje, j'ai eu les enseignements de Togden Rinpoche, de Garshen Rinpoche, qui sont des maîtres tibétains, des maîtres amérindiens, etc. Et c'est des grands maîtres qui sont assez peu connus en France parce qu'ils ne s'y déplacent que peu. Mais là, dernièrement, j'ai reçu les initiations d'un chaman mongol et j'ai tellement eu le coup de cœur que là, je lui ai dit, allez, dans 3 semaines, tu es en France et tu viens avec moi en conférence. Et elle a dit d'accord. Et donc, elle sera en conférence avec moi dans 2 jours. Alors, vous savez, si vous connaissez Arnaud, toute son humilité, et tu nous dis si tu as envie d'en parler ou pas, et je respecterai bien évidemment ça. Mais en fait, tu viens d'être reconnu officiellement chaman il y a quelques semaines de ça, en Mongolie. Si tu n'as pas envie d'en parler, je respecte, et on passe à autre chose, à une autre question. En revanche, l'histoire est tellement belle que je trouve ça dommage de ne pas dévoiler tout ça. Donc voilà, si tu veux bien avoir la gentillesse de nous raconter juste comment ça s'est passé, ce que tu ressens par rapport à ça, parce que j'imagine que c'est l'aventure d'une vie. Et ce livre-là n'est que le démarrage de quelque chose, manifestement. Alors c'est bien, parce qu'en venant à la conférence, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Peut-être c'est mieux de ne pas en parler. Et puis on n'a pas eu le temps de se poser la question, et en même temps, comme tout est dans le fil du courant, je fais confiance dans ce qui se passe. Mais il se trouve que j'étais en Mongolie il y a encore 15 jours, 3 semaines de ça. J'accompagnais un groupe, et puis pendant cette période où j'accompagnais un groupe, on a été accompagné par 6 chamans mongols authentiques qui habitent sur place. Et puis on a rencontré donc les chamans qui donnent des oracles. Ça fait vraiment partie de la tradition mongole, donc qui ont donné un oracle à chacun. Et quand ça a été mon tour, donc c'était des choses sur la santé, sur la guérison, sur les travails, etc. Et quand ça a été à mon tour, l'oracle m'a dit, je ne peux pas te donner ton oracle, il faut que ce soit la grand-mère qui te le donne parce que tu as une place un peu particulière et donc on ne peut pas te la donner. Et donc quand la grand-mère est venue, elle m'a appris qu'il me reconnaissait comme chaman et que j'étais officiellement chaman à leurs yeux, de par mes ancêtres dont je ne me souviens pas toujours puisque c'était au XIIIe siècle, et que donc elle a identifié les ancêtres, elle a identifié l'oracle qui était avec moi, et donc elle m'a officiellement reconnu chaman à ce moment-là. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça se fait très vite. Vous savez, ça ressemble un petit peu. J'avais lu le livre de Corinne Sombrin, je me disais c'est dingue comme histoire. Et puis elle, ça s'est fait sur 3 ans. Et puis moi, d'un seul coup, le temps de... Et je me souviendrai toute ma vie le moment où la grand-mère Ayengat m'a reconnu officiellement. Et donc elle m'a dit, il faudrait que tu aies un costume de chaman. Alors je le sortirai pas partout, hein, c'est promis. Je lui expliquais, je lui dis, tu sais, vous savez, moi j'interviens en entreprise, je peux pas y aller comme ça. C'est pas possible, il me laisse pas rentrer dans les... Et puis elle a rigolé en me disant mais tu le feras où tu veux. Et puis au moment où j'avais l'impression de pouvoir accepter cette proposition-là, il y avait un chat qui était à 200 mètres et je vois le chat. Et puis je fais comme ils font les enfants. Je dis si jamais ce chat blanc vient jusqu'à la table, j'accepte ce que je croyais pouvoir avoir le choix. Et puis, à ce moment-là, elle me dit, il faudra que tu aies un costume. D'ailleurs, j'ai commencé à te le dessiner, voilà. Et puis, il y a la costumière qui vient demain matin à 8 h. Elle vient dans ta yourte pour prendre tes mesures parce qu'on va te le fabriquer. Un chaman va te l'amener, voilà, prochainement. Et puis, au moment où elle me montre le costume qui est tout blanc, je vois le chat blanc qui arrive à 300 mètres et qui vient se poser entre elle et moi. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y avait un côté à la fois presque comme dans les films, c'est tellement énorme parce qu'avec eux ça va très très vite, quoi, hein. C'est d'un seul coup, il me dit je vais venir en France pour t'ordonner chaman. Enfin, on ne dit pas ordonner pour les chamans, ça c'est pour les prêtres, mais pour te reconnaître officiellement. Et je dis oui, peut-être, là en tout cas octobre pas possible, novembre pas possible, décembre peut-être, au mois de mai, peut-être mai-juin, comme ça j'aurai le temps de réfléchir un peu. Elle me dit d'accord, et puis elle m'envoie après un message pour me dire j'arrive le 28 septembre. Donc tout ça va très très vite, et en même temps
ce qui est très étonnant, c'est que quand on est arrivé là-bas en Mongolie, moi j'étais avec le groupe, et puis spontanément, elle me dit, viens avec les chamans, il faut que tu sois au milieu des chamans pour être avec eux. Alors, il y a 2 ans et demi, Souyapa est là, mon éditrice, et quand on s'est 3 ans, quand on a décidé d'écrire, enfin quand j'ai décidé d'écrire ce livre, mais on a décidé ensemble, Réveiller le chaman qui est en vous, c'était pas du tout un projet, c'est-à-dire que moi, mon quotidien, c'est d'animer des stages, beaucoup en entreprise, de parler de management, de parler, etc. Et puis, chez moi, dans ma grotte, je joue le tambour, je fais mes pratiques, mais c'est des choses dont je parle assez peu en entreprise parce que ça fait partie de mon monde intérieur. Et puis quand Souyapa m'a dit ça serait bien d'écrire sur le chamanisme, j'ai dit ouais mais non, parce que c'est moi quand j'enseigne, c'est des petits groupes de 15-20 personnes, donc je peux voir de quoi on parle. Je veux pas dire à tout le monde que je fais ça, parce que, ou alors si je le fais, c'est pour dire que nous sommes tous chamans et que nous pouvons tous développer notre intuition, que nous pouvons tous développer notre sens de la connaissance, que nous pouvons tous développer. Donc ça serait pour aider les gens à réveiller le chaman qui est en eux. Et Souyapa m'a dit, c'est bon, tu as déjà ton titre. Et je ne pensais pas que ce livre aurait le succès qu'il a eu. Et j'ai beaucoup parlé de ça avec Iyengat. Je lui ai dit, vous savez, pour moi, être chaman, ça ne veut plus dire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils vont donner le chaman. C'est-à-dire que partout, les chamans vont sortir le tambour. Moi, je vous mets à l'aise. Non, je ne vais pas sortir le tambour, place de la République, pour dire, voilà, je vais chamaniser, ça se passe. Non, ça ne va pas. Ça va peut-être une pratique secrète, mais ça ne va pas changer. Enfin, secrète sur Internet. Ça va... Ça va l'être encore. C'est foutu. C'est foutu. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas changer dans ma transmission. Ce qui me plaît justement, c'est de recevoir les enseignements, les inspirations, les influences de ces origines et de trouver des mots concrets pour m'adresser au plus grand public. Et que les chamans, quand ils chamanisent, justement, c'est très impressionnant. Il y a le tambour, il y a tout le protocole. Moi, c'est pas ma culture. Je suis né à Saint-Maur-des-Fossés. Mes parents faisaient tout sauf du chamanisme. Et je tiens aussi, et j'en ai beaucoup parlé avec eux en disant, si je suis chaman, c'est chaman moderne. Ça sera un chaman en costume, ça sera un chaman en cravate, parce que ça correspond là aussi à un nouveau paradigme. Et elle a eu cette phrase, elle me dit, le monde est en pleine mutation. Et justement, le chamanisme est aussi en train de changer et tu incarnes un chaman moderne, donc c'est très bien que tu sois initié et tu le feras à ta façon. On ferme la parenthèse juste après, mais j'aimerais savoir c'est quoi être chaman pour toi ? Je me rends compte maintenant que en fait c'est pas soi qui désignons être chaman, c'est quelqu'un qui nous dit qu'on l'est, mais être chaman, c'est pour moi, c'est être en lien avec la partie la plus vivante de l'univers, être en lien profondément avec chacun, avec chaque être humain, être en lien profondément avec chaque animal, être en lien profondément avec chaque végétal, avec chaque minéral, avec tout ce qui est vivant sur la Terre. Et quand on est en lien avec tout ce qui est vivant, naît une qualité qui est le respect. On respecte d'un seul coup naturellement chaque être vivant, on change notre rapport aux animaux, notre rapport aux minéraux, notre rapport à la forêt. Quand je rentre aujourd'hui dans une forêt, c'est comme si je rentrais dans un temple. Je m'essuie les pieds avant de rentrer dans la forêt. Certains s'essuient en sortant, moi je m'essuie avant. C'est-à-dire que je suis conscient que je rentre dans un endroit tellement précieux sur la Terre, donc j'ai énormément de respect. Là, ce week-end, j'étais dans une grande forêt près de Chartres, et puis le propriétaire me dit, écoute, il y a les sangliers qui sont là. Est-ce que ça m'embête, ils sont en train d'envahir les récoltes. Est-ce que tu peux venir pour aller voir les sangliers? Bon, si je dis ça, là aussi que je vais parler aux sangliers. Mais après tout, j'ai bien parlé aux renards dans ma propriété, puisque on a un moulin avec ma compagne qu'on vient d'acquérir pour faire un centre de développement personnel. Et puis à peine on avait acheté le moulin qu'on était le renard qui venait manger les canards. Ça n'a rien de très original, mais je me retrouvais face à un paradoxe en disant c'est pas possible que le renard vienne manger le canard chez moi, c'est pas possible. Et donc qu'est-ce que je peux faire? Alors les gens nous disaient appelle les chasseurs ils vont tuer le renard. Je dis non, trop facile. Comment on peut faire pour que le renard ne vienne plus? Et puis, je décide à ce moment-là de vraiment faire comme on fait quand on développe l'intuition, quand on développe la télépathie. Aujourd'hui, je peux en parler librement, puisque il y a énormément d'études scientifiques qui montrent les pouvoirs de la télépathie, que nous sommes tous les animaux communiquent entre eux, donc les humains
Il faudrait juste qu'ils osent le faire. Et j'ai rencontré beaucoup de spécialistes de la communication animale qui font un travail très très précis. Voilà, je ne vais pas ouvrir ce chapitre, mais il y a énormément. Et donc, j'ai commencé à me connecter au renard en disant, voilà, ça, et à poser mon intention en disant, ici, c'est chez moi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les animaux font de cette façon-là. Et le renard, depuis cette soirée-là, n'est plus jamais venu. Il a laissé nos canards tranquilles. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'insiste là-dessus, c'est pas que j'ai des pouvoirs surnaturels, c'est que je crois dans ces pouvoirs surnaturels que nous avons tous, que tous les animaux utilisent, tous les animaux communiquent par télépathie, se reconnaissent par télépathie. Quand il y a le 20 septembre, 21 septembre, 25 septembre, les hirondelles qui décident de partir toutes pour partir dans les pays chauds, elles ne se redisent pas qu'est-ce que tu en penses, c'est prévu le 17, non, c'est 18 cette année, bon, bah, on part à 10h du matin, non, peut-être on pourrait partir à midi. Il y a autre chose qui se passe, hein. C'est moi qui passe devant. Non, les hirondelles, sans se concerter, à un moment donné, se retrouvent toutes sur le fil. Elles savent que c'est le moment de partir et d'un seul coup, elles partent toutes vers les pays chauds. Elles sont reliées à la partie d'elles qui sait. Le chaman, dans l'étymologie, ça vient du Tougnou, celui qui détient la connaissance. Donc être chaman, c'est aussi se relier à la connaissance universelle, proche de la sagesse, ça me permet de faire le lien, proche de la sagesse et qui passe par l'ouverture du cœur. Il y a juste tu as utilisé un mot, et moi je trouve que c'est vraiment le mot qui pourrait ressortir en fait de ce livre-là, en le lisant, c'est le mot respect. Respect de soi, respect de l'autre, respect du salarié pour ses confrères, ses collègues, peu importe, respect de la direction pour tous ces salariés. Voilà, c'est vraiment le mot, voilà, s'il y a un mot pour moi, en tout cas, qui doit ressortir de ce livre, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Il y a pas de... Le respect amène l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur amène la création. Il y a une chose qui me revient, que je n'ai pas assez dit peut-être, c'est que nous vivons, l'une des souffrances de l'entreprise, c'est d'être séparé du reste du monde. Et aujourd'hui, on a le monde de l'entreprise, avec un langage, avec un vocabulaire, avec un rythme, avec une façon de s'habiller, etc. Et puis, il y a la spiritualité, les centres spirituels, le développement personnel. Et puis, il y a nos familles. Et tout ça est très compartimenté. Et puis, il y a les voyages, où là, on va s'éclater. Et je crois qu'on souffre de cette schizophrénie d'avoir des vies dans une vie. Et dans mon parcours, j'ai passé autant de temps avec les chamans. Pour qui ce que je vous dis, par exemple, sur les renards, je suis bien conscient que beaucoup ici vont se dire « Barré, quand même, c'était bien jusque-là, mais là, quand même, les renards, c'était pas qu'est-ce qui lui arrête ?» Je suis bien conscient de ça. C'est pas le plus important pour moi. Et ce qui est drôle, c'est que, bien évidemment, si j'étais en Mongolie, c'est le quotidien. Un troupeau de chevaux, par exemple, à un moment donné, a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les propriétaires? Ils sont allés voir les chamans en disant « On a un troupeau de chevaux qui est disparu ». Chaman jette 5 osselets sur la table et regarde la position des osselets et dit « Ok, ils sont à 6 km dans cette direction-là, il faut partir à 2 au galop et dans une demi-heure, vous les avez rattrapés. » Ça fait partie de leur quotidien. Et si je racontais mon histoire de renard ici, en Mongolie, on dirait « Bah oui, c'est ce qu'on fait nous au quotidien ». Je sais que si je le raconte ici, certains vont se dire « C'est une drôle d'histoire ». Et ça, pourquoi ? Parce que les mondes sont séparés. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est l'intention des nouveaux sages, c'est de se dire tout ça a besoin de se rencontrer. Il y a eu un progrès incroyable aujourd'hui de ce qui s'est passé dans les neurosciences. Moi, j'ai fait des recherches en Hollande ou en Allemagne avec des scientifiques qui ont fait un travail sur la communication végétale. On a découvert des choses sur les 5 dernières années qui sont incroyables sur la façon dont les végétaux communiquent entre eux. On a découvert dans les 3 dernières années une communication animale qui est d'une complexité incroyable. Et ça, c'est la science qui la découvre. Et aujourd'hui, la science, la sagesse se regroupe, et je crois que c'est ça justement la sagesse, c'est d'être très ancré sur la terre et en même temps très connecté. Il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question, Coralie, dans la salle ou alors sur Internet? Allez. Oui, alors je vais passer le micro. Justement, on parle de sagesse. Est-ce que dans cette sagesse, le mot qu'on n'a pas entendu encore, c'est l'âme, l'âme d'un dirigeant? On parle de l'âme d'une entreprise, mais justement la part d'âme dans tout ça, et est-ce que c'est pas la clé, la réponse peut-être?
demain. L'âme, c'est ce qui va nous permettre de nous dire, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, de remplir ça et de faire ça, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Et je crois que si on est coupé de son âme, hein, je parlais de la trois intelligences, être dans son corps, être dans son cœur et être dans son âme, l'âme a l'entreprise a une âme, et qu'est-ce qui va aider le manager ou le dirigeant à être connecté à son âme? C'est de voir à long terme, en se disant là aussi, en quoi je peux me connecter à quelque chose de plus grand. Alors ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'ont en commun les nouveaux sages de ce livre? C'est qu'ils sont courageux, à un moment donné, ils ont pris les risques, ceux qui sont dans ce livre. Mais j'en rencontre beaucoup, il y en a certes beaucoup que je connais dans la salle, qui sont justement connectés à ce courage. Le courage de se dire, et ça rejoint l'optimisme. L'optimisme, ce n'est pas d'attendre qu'un monde meilleur arrive, c'est de se dire nous en sommes les acteurs et nous passons immédiatement à l'action dès maintenant. C'est ça le courage. Une dernière question, Coralie? Alors oui, il y avait une question. Là, on parle du monde de l'entreprise et il y avait Benoît sur Internet qui demandait de quelle façon ça pouvait s'appliquer à la politique et si vous, Arnaud Rioux, pouviez y faire quelque chose et apporter de l'humanisme en politique. On va peut-être refaire une conférence là-dessus. Mais si on considère encore que la politique est un monde coupé du monde, on va se dire oui, mais les politiques, tu sais, ils sont tous vérolés. Les hommes politiques que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, que j'ai coaché pour certains, avaient une grande humanité. Il n'y a aucun souci avec ça et beaucoup de générosité. Mais se retrouver coincés dans un système qu'ils alimentaient souvent eux-mêmes, duquel ils étaient prisonniers parce que le monde, on va considérer le monde politique. Et je suis content, je vois des fois des hommes politiques qui font partie d'une nouvelle génération qui ne se prennent plus pour des hommes politiques. Il y a eu à Séyan, par exemple, cette expérience avec le conseil municipal où c'est le tiers des habitants qui se sont réunis pour créer la politique autrement. Donc quand on regardera la politique un petit peu peut-être comme le regardent les sages, c'est-à-dire avec cette conscience globale du monde, oui, quelque chose changera, bien évidemment. Mais là aussi, je suis très confiant. On avait posé une intention juste avant cette interview, c'était de prendre du plaisir déjà, et ensuite d'essayer d'extraire la substance moelle, je dirais, de ce livre-là. Est-ce que cette intention a été posée et respectée ? Moi, j'ai pris du plaisir, il n'y a aucun doute. Ce soir, je me sens très passionné. C'est drôle, je me sens vraiment très passionné. Ça va? C'est OK? Ça va pour vous? Mais je me rends compte, bien sûr, que je suis passionné parce que et surtout dans ce moment-là, je sens qu'il y a une espèce d'urgence qui m'anime. Et heureusement, je n'aurais pas l'énergie de faire ce que je fais sinon. Voilà, j'étais à Toulouse hier, j'étais à Chartres avant-hier, j'étais à Grenoble il y a 3 jours. Et je ne me sens pas fatigué parce que je me sens vraiment porté parce que j'aime ce que je fais. Donc je crois que le plaisir naît à partir du moment où on est à notre place. Les nouveaux sages invitent chacun à prendre sa place. Des fois ça prend du temps, mais je crois que réellement quand on a pris sa place et quand on est à sa place, on peut souffler en se disant « Waouh, ça y est, je me sens sage ». Vous vous sentez sage? Super. Merci infiniment. Merci à toi Laura, je remercie aussi vraiment et vraiment de tout cœur Souyapa Hamje qui est mon éditrice et qui fait un travail exceptionnel, qui m'a fait confiance depuis les premières lignes des Nouveaux Sages. Je remercie Anne Chamaillard qui nous accompagne, je remercie l'équipe de Solar est très représentée parce que je me sens très porté et croyez-le, pour un auteur de se sentir aussi porté par ce groupe, non seulement par Solar mais par le groupe qui nous accompagne, c'était vraiment un cadeau. Donc merci à vous d'être là ce soir et merci à chacun d'être venu. Merci infiniment. Merci à Internet de nous avoir suivis. Et très belle soirée et merci d'être qui tu es.